Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode des Entretiens inspirants. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Emmanuel Soulard. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, Emmanuel. Merci à Première toi, Sophie. question, je vais vous demander de vous présenter et je vais peut-être poser la question un petit peu plus largement. Plutôt, qui êtes-vous, Emmanuel Soulard? Ça vous laisse un petit peu plus de liberté pour répondre. Alors qui je suis? Je pense que j'aurais du mal à répondre en fait, parce que, je pense que chaque personne est un diamant et qu'un diamant a toujours plusieurs facettes et qu'on a plus on a de facettes, je trouve, plus on est équilibré et plus c'est pertinent. Et en fait, j'aurais du mal à répondre de façon précise, étant donné que je passe mon temps à peaufiner toutes mes facettes. Donc qui je suis, je pourrais y passer des heures, en parler et ça serait pas intéressant pour les gens. Je vais plutôt raconter mon parcours, en fait, ce que je Ok, fais, ce qui peut être pertinent, en fait, pour les gens qui vous écoutent, qui nous écoutent et surtout, en quoi, nos compétences peuvent les aider, en fait. Je pense que c'est plus pertinent que ça. ok, Hem Je suis entrepreneur, je suis coach et formateur. Puis il y en a qui me définissent aussi comme leader, mais bon, ça reste à prouver. En l'occurrence, j'ai créé une école d'écriture de livres. On travaille sur l'écriture, l'édition, la publication et la commercialisation du livre. On accompagne à l'heure actuelle un peu plus de 2000 auteurs à écrire, que ce soit des romans, des guides pratiques, des biographies, des livres pour enfants, enfin voilà, dans tous les domaines possibles et imaginables du livre. Et j'ai un parcours qui est un petit peu, même très atypique, parce que, comme toi, je viens un petit peu de l'industrie pharmaceutique, pas exactement de l'industrie pharmaceutique, disons de la partie un peu plus fondamentale, puisque j'ai une thèse de doctorat en thérapie génique et imagerie médicale interventionnelle. J'ai travaillé comme chercheur à l'Institute of Cancer Research de Londres et j'ai doublé ma formation par un MBA en intelligence économique. Ce qui m'a permis, en fait, de pouvoir rebondir par rapport à une situation professionnelle qui n'était pas évidente quand j'ai décidé d'abandonner la recherche, parce que j'habite une petite ville de province et donc c'était pas simple, en fait, de trouver du boulot. Pour moi, tout a changé quand j'ai commencé à m'intéresser aux choses qui m'intéressaient vraiment, en fait, et à les développer. C'est-à-dire que quand j'avais 15 ans, j'écrivais des romans. Mes parents m'avaient dit: «C'est bien joli de t'amuser à écrire des romans, mais travaille bien à l'école, ma fille, passe des gros diplômes et puis comme ça, tu gagneras bien ta vie et tu seras très heureuse.» Je les ai écoutés, j'ai beaucoup travaillé à l'école, j'ai passé des très gros diplômes et en fait, non, hein, j'ai galéré comme une perdue au niveau pro. Et quand j'ai commencé à m'intéresser à l'écriture, en fait, tout s'est débloqué parce que je me suis intéressée d'un point de vue plus de recherche, on va dire, puisque quand on fait une thèse, en général, ça laisse des séquelles, même si ce c'est terme sûr. n'est pas très, très positif. En tout cas, je m'y suis intéressée d'un point de vue fondamental et j'ai donc beaucoup travaillé ce que j'appelle la neurobiologie de la narration. Je pense que ça te parle parce que toi aussi, tu as beaucoup travaillé la neurobiologie. Donc, en fait, grosso modo, comment on écrit une histoire, comment on fait qu'elle ait un impact, comment on attire l'attention des gens. Et en fait, au début, je l'ai fait uniquement pour écrire mes livres et ça a très bien marché puisque j'ai envoyé mon premier roman à un éditeur. 48 heures plus tard, j'avais un contrat d'édition. On a Génial. lancé voilà, une trilogie qui a plutôt très, très bien marché, qui était finalement un premier jet, hein. C'était mes premiers livres et si je les relis aujourd'hui, je suis totalement horrifiée parce que j'ai beaucoup évolué depuis. Voilà, mais c'était une aventure qui était très intéressante et surtout, je ne m'attendais pas à ce qu'elle m'amène en fait à me développer complètement dans le marketing. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on sait capter l'attention d'un lecteur, eh bien, on sait capter l'attention de l'internaute. Et quand on sait capter l'attention d'un internaute, eh bien, en fait, la porte est ouverte au fait de, plutôt que lui demander simplement de tourner les pages de mes romans et vouloir prendre le suivant, j'ai appris à leur demander leur carte bleue pour leur proposer des produits qui les aident et c'est là où ma vie a changé, en fait. Donc voilà, j'ai fait des collaborations, j'ai travaillé en tant que directrice marketing pour des grands noms du coaching francophone. On a fait des millions d'euros sur des lancements en quelques semaines. Voilà, j'ai travaillé avec plus de 2000 entrepreneurs pour leur apprendre la digitalisation de leur activité commerciale. Et à l'heure actuelle, je suis toujours directrice marketing, soit en tant que consultante, soit parfois sur des postes temporaires ou à temps partiel, pour des très grosses entreprises dont je vais taire le nom pour des questions de confidentialité. Mais en fait, voilà, comment dire, j'alterne mes activités entre le coaching que je fais pour les auteurs et puis toutes ces activités de web marketing qui finalement sont toutes extrêmement liées.
Elles sont extrêmement liées parce que finalement, ce qu'on fait avec les auteurs, c'est on les aide à trouver les pépites qui sont en eux pour les matérialiser et puis en faire quelque chose qui a de la valeur, non seulement pour eux, mais pour les autres personnes. Et puis, ce qu'on fait dans le marketing, c'est exactement la même chose. On va chercher ce qui est la valeur pour les internautes et on met en place des process de vente automatiques pour créer de la valeur de façon globale, à la fois pour l'entreprise et puis pour les gens qui achètent. Voilà. Donc, en fait, tout est lié. Et qui je suis fondamentalement, je suis surtout quelqu'un qui a probablement beaucoup souffert de pas arriver à exprimer sa propre valeur. Et je suis à l'heure actuelle quelqu'un qui aide les gens à comprendre ce dont ils ont besoin et à exprimer toute l'essence de leur être, qui pour moi, en fait, est fondamentale. Parce que finalement, on est tous liés les uns aux autres et on a tous à s'apporter les uns les autres. C'est juste qu'on ne sait pas aller chercher ce qu'il y a au fond de nous et on ne sait pas le valoriser aux yeux des autres. Et on ne sait pas aller chercher ce qu'il y a de valeur auprès des autres pour, ensemble, co-créer quelque chose qui nous dépasse. Voilà. Ça me parle beaucoup tout ce que tu dis. Je passe au tutoiement si ça t'ennuie pas, Aucun tu me problème, tutoyais, avec moi plaisir. je préfère aussi donc ça me parle beaucoup parce qu'en fait, je trouve que c'est un peu, ce qui manque dans le monde du travail aujourd'hui, c'est d'accepter, son unicité et du coup son imperfection, mais d'accepter que cette imperfection soit aussi, une source de créativité. Parce que finalement, c'est ce qui te rend différent et ce qui fait que ton apport à toi va être différent de celui du voisin et qu'ensemble on arrive à faire quelque chose et je trouve qu'on essaye enfin, c'est peut-être ma souffrance personnelle par rapport au monde du travail, mais qu'on essaye trop souvent de nous faire rentrer dans une boîte et oui, ton parcours me parle beaucoup parce que j'ai effectivement des parties qui sont communes, où j'ai fait de la science aussi. Après, j'ai été dans des grandes entreprises et je pense que je me suis aussi forcée à rentrer dans cette boîte et que ça a été compliqué pour moi et qu'à un moment, tu dis: «Non, en fait, moi, je suis plus que ça. J'ai aussi une créativité que j'ai besoin d'exprimer. J'ai besoin de pouvoir être moi-même» et il y a un c'est peut-être une question d'âge. Il y a un âge où après, tu as besoin que ça explose, quoi et donc tu prends ton envol. Je sais pas si c'est comme ça que tu l'as vécu aussi, ou? Alors, moi, je ne l'ai pas vécu comme ça parce qu'en fait, j'ai carrément cassé les cadres, en fait. Et je pense que j'étais trop atypique pour entrer dans un cadre conventionnel, hein. Donc, voilà, j'ai jamais vraiment travaillé pour des très grosses entreprises, à part en tant que freelance, consultant, ce genre de choses, ce qui, moi, me convient très, très bien. Et sinon, par rapport à ça, je dirais, oui, c'est vraiment pertinent et je pense que le monde se dirige de plus en plus vers là. Vers ça. Je vois les jeunes d'aujourd'hui, ils veulent pas de contraintes, ils veulent pas rentrer dans des cases, ils veulent avoir une certaine liberté tout en étant eux-mêmes fondamentalement. Et je pense que les outils du web permettent de plus en plus ce genre de choses et en plus s'adressent de plus en plus à cette humanité plurielle, on va dire, qui a besoin d'exister dans toutes les dimensions. On le voit partout en fait. On le voit beaucoup en fait dans parfois les attirances sexuelles, ce genre de choses, mais en tout cas, c'est également dans le mode de fonctionnement, les façons de travailler différentes, les espaces partagés, les modes de vie à l'intérieur de l'entreprise. C'est quelque chose qui est en constante évolution. Et j'avoue que c'est vrai que c'est très intéressant de voir ça. Et nous, on est vraiment là-dedans parce que quand on travaille sur l'écriture de livres, en fait, il y a ce côté extrêmement créatif, mais en même temps, un livre, c'est quelque chose d'extrêmement construit, qui a des contraintes. En tout cas, si on veut que le livre plaise à des lecteurs et soit best-seller, en fait. Mmh. On ne peut pas se permettre d'écrire un best-seller en juste posant les mots sur le papier et en faisant, entre guillemets, uniquement ce que notre créativité nous impose. Et c'est pour ça que c'est très, très intéressant parce que je pense qu'on est dans un monde où les gens qui vont tirer leur épingle du jeu sont des gens qui sauront concilier ces deux dimensions qui ont souvent été opposées, c'est-à-dire la créativité et la capacité à être analytique, à rendre des comptes. C'est un peu ce qu'on appelle le cerveau droit, le cerveau gauche, même si ce Mmh mh. modèle-là est complètement obsolète et qu'on parle beaucoup plus de réseaux de neurones à l'heure actuelle. Mais je pense qu'effectivement, on est dans un monde qui va de plus en plus solliciter ce genre de choses, ce d'autant plus que les nouveaux outils qui arrivent, et je parle en particulier de l'intelligence artificielle, vont complètement révolutionner la façon de travailler et vont complètement amener à valoriser des dimensions qui, à l'heure actuelle, sont plutôt rares ou sont peu valorisées, et va complètement minorer des capacités qui, à l'heure actuelle, sont les principales capacités développées par notre système éducatif. Je pense qu'on va arriver sur un gros gap parce que les intelligences artificielles vont être de plus en plus exploitées
de façon globale dans toutes les dimensions de la vie, que ce soit professionnelle, personnelle, etc. Et je pense qu'il y a une vraie crise qui va s'associer à ça. Et une crise, ce n'est pas forcément quelque chose qui détruit les choses, mais c'est quelque chose qui appelle en fait à reconstruire et à se reconstruire différemment. Et là, je pense qu'il y a pas mal de monde qui vont avoir un petit peu des petits soucis, ça va racler un petit peu aux entournures, je pense, parce qu'il va falloir s'adapter à ça et ça va demander d'exprimer et d'exploiter des dimensions qui ne sont pas ou peu exprimées à l'heure actuelle. Et en fait, ça va remplacer des dimensions qui sont extrêmement développées dans notre système éducatif actuellement. Moi, quand j'entends ça, ça me donne plein d'espoir. Alors je comprends que ça puisse faire peur à d'autres personnes, mais je trouve ça tellement génial. Alors on peut en parler, j'avais prévu de parler de l'IA, mais on peut en parler dès maintenant. Juste 2 choses avant. Dans les entreprises, moi, je me rappelle une conversation que j'avais eue avec, un de mes directeurs où j'avais dit: «Mais ouais, vous m'utilisez pour la partie analytique parce que ça saute aux yeux que c'est mon point fort, mais moi j'ai besoin d'exprimer ma créativité» et en fait, c'est des choses que les gens n'arrivaient pas à comprendre, qu'on puisse être les 2. Donc qu'on aille vers ça, ça fait un bien fou, je trouve, heu et que l'entreprise puisse accepter ça, c'est bien. Ça veut dire arrêter de mettre les gens dans des cases et accepter qu'ils puissent être sur plusieurs cases à la fois, finalement. Mmh. Et pour ce qui est de l'IA, ça me donne beaucoup d'espoir parce que je me dis, c'est, je pense, l'opportunité pour l'humain d'être utilisé en tant qu'humain et d'arrêter d'exploiter l'humain comme si c'était une machine, mais de lui faire des tâches qui sont à la juste valeur de ce qu'il peut offrir au monde, tout simplement, quoi. Et je pense que tu as tout compris, parce que pour moi, c'est vraiment ça l'IA, effectivement. C'est cette capacité à, en fait, utiliser toutes les tâches, un peu mécaniques ou voilà et puis les déléguer, en fait, à quelque Mmh. chose qui fera gagner du temps, quoi. L'IA, c'est un outil pour moi et ce qui est très, très intéressant, c'est que c'est un outil qui est évolutif. On ne se rend pas compte, en fait, de la puissance de ce que c'est. C'est-à-dire que jusqu'à présent, tous les outils qu'on avait étaient, entre guillemets «statiques». C'est-à-dire qu'on a commencé avec le téléphone tranquillement, voilà, mais qu'est-ce que c'était? C'était avoir une conversation à distance avec les gens, c'était déjà quelque chose de terrible, très, très impressionnant pour les gens qui n'étaient pas habitués. Après, il y a eu l'internet où là, effectivement, il a commencé à y avoir, voilà, un partage de connaissances qui était vraiment très intéressant. À l'heure actuelle, le niveau de connaissance de l'humanité a drastiquement augmenté, dans les 10 dernières années grâce à l'internet, hein. Et puis, il y a de plus en plus l'Internet collaboratif, participatif, où finalement les gens, n'importe quelle personne peut ajouter du contenu au net global. Et c'est la somme de ces contenus qui finalement donne une image de l'humanité. Alors pour l'instant, on ne peut pas dire que cette image soit extrêmement positive parce que justement les premières IA, ils ont été obligés de les brider, ils ont été obligés de les réorganiser avec une politique, on va dire de respect de l'humain, de confidentialité, de ce genre de choses parce que, bah oui, l'humain reste l'humain et sur un ordinateur, l'humain n'a pas de limite donc quand on n'a pas de limite, on tombe direct dans les pulsions, dans les plus bas travers de l'humanité. Donc évidemment, il y a des choses pas très, très propres et pas très, très clean qui sortent, mais c'est intéressant de se rendre compte qu'effectivement, on est sur un accroissement des sommes de connaissances titanesques, tel niveau que finalement, on n'aura pas le temps physique ou mental d'arriver à faire des synthèses. Donc c'est extrêmement bien d'avoir des outils qui, eux, peuvent scroller en automatique, mettre à jour en automatique. Ce n'est pas encore le cas sur la majorité des IA, mais ça va se mettre en place. Et puis qui peuvent petit à petit faire des analyses de plus en plus pointues, de plus en plus poussées, etc. Là, justement, la vraie capacité qui va sortir, c'est notre capacité à créer un vrai problème. Et quand on sait qu'Einstein, par rapport à ça, il avait dit, lorsque je suis face à un problème, je passe 95% du temps à formuler le problème pour passer seulement 5% du temps à trouver la solution. C'est là où on se rend compte qu'en fait, l'arrivée de l'intelligence artificielle va nous pousser à développer nos propres intelligences, mais des intelligences qui ne sont pas développées à l'heure actuelle et en tout cas dans lesquelles on n'est pas éduqué Mmh. à se développer. C'est pour ça que ça va être très difficile pour les générations les plus âgées de s'adapter à ce genre de changement, mais c'est toujours le cas de toute façon pour toutes les révolutions. Mais je pense qu'il va y avoir un besoin urgent de modifier notre système éducatif par rapport à ça, parce que finalement, ce qu'on enseigne à l'heure actuelle, et déjà à l'école, il y avait un constat dans les années 2000 comme quoi l'école, elle était
formatés pour créer des bons ouvriers d'une certaine façon, en fait, des gens qui peuvent rentrer dans des cases, ce dont tu te plains à l'heure actuelle, hein. Mmh. Et on se rend compte de plus en plus qu'il y a des demandes à ce que l'école ne formate plus les gens comme ça, mais malheureusement, notre système éducatif français, en tout cas, a beaucoup de mal à évoluer par rapport à ça. Et on va demander, en fait, en termes de création d'école, d'avoir des gens qui sont capables de travailler en équipe, de faire des problèmes de réflexion, une approche un peu plus entrepreneuriale. Ça, c'est quelque chose qui va être absolument obligatoire. Et c'est d'ailleurs, je crois, Elon Musk qui a créé une école comme ça, une école collaborative où en fait c'est comme un jeu global dans lequel les enfants s'associent. Ils sont par tranche de 6 à 8, je crois, et jusqu'à l'âge de 14 ans maximum. Et en fait, c'est une école où on ne leur demande pas d'apprendre les mathématiques ou le français ou ce genre de choses, on leur pose des problèmes. Et ils apprennent en fait à comprendre le problème, le formuler et surtout arriver à trouver des solutions communes, en groupe. Ouais. Et donc, en fait, il y a des dimensions effectivement qui sont très négligées dans le côté social de l'école, par exemple. C'est-à-dire que l'école, elle va nous apprendre à vivre en groupe, mais à la récréation, mais elle ne va pas nous apprendre à résoudre les problèmes de façon collaborative en groupe. Et Au contraire. malheureusement, voilà, au contraire, elle va nous mettre Mmh. dans une espèce de compétition, de valorisation individuelle par rapport à l'autre. Et ça, malheureusement, je pense que c'est quelque chose. Alors, il y aura toujours la compétition, hein, on est bien d'accord. Mais la capacité à travailler en équipe, la capacité à diriger des équipes, ça, ce sont des choses qui se développent au très jeune âge et c'est malheureusement pas développé par notre système éducatif à l'heure actuelle. Mmh. Et il y a une telle inertie, en fait, dans le système éducatif, des fois, ça me fait un peu peur. Tu vois? Autant ce qui se passe dans le monde du travail, je me dis: Ça donne de l'espoir», autant je me dis, finalement, il va falloir être fort pour, à la sortie de l'école, arriver à trouver sa place parce que, tu vois, encore aujourd'hui, bah, des gamins qui sont en seconde, on leur demande de savoir quel métier tu veux faire parce qu'en fonction de ça, tu dois choisir telle option ou telle option. Donc on a rendu le système encore plus complexe, on met encore plus de pression sur les jeunes et tout ça pour les faire encore rentrer dans des cases. Et moi, c'est quelque chose qui me choque depuis des années parce que depuis qu'il y a internet, pour tout le monde, je me dis: «À quoi ça sert encore de faire apprendre par cœur des choses que tu peux trouver sur Google en 3 secondes?» Enfin, pour moi, c'est plus intéressant d'aller comprendre le raisonnement et de pouvoir le reproduire et plutôt que d'apprendre par cœur des choses et c'est quelque chose que j'ai jamais réussi à faire. C'est peut-être pour ça que je dis ça aussi. J'ai jamais réussi à me forcer à apprendre par cœur, ça me je sais pas, j'avais un blocage. Mais il y a quand même plein de grandes écoles qui fonctionnent là-dessus et tu sors avec un diplôme, ouais, parce que tu as su apprendre par cœur des trucs que tu as peut-être même pas compris et je trouve ça, ouais, je trouve qu'on marche sur la tête quand on fait ça, quoi. Pas que les grandes écoles, hein, tout le cursus médical est basé là-dessus aussi, hein. Oui, Alors c'est je vrai. pense qu'effectivement, c'est ça aussi, c'est révélateur de, le pouvoir qui est lié au savoir. Et en fait, cette idée-là, elle a perduré pendant des années, elle continue à perdurer, hein. Il y a beaucoup de gens qui font de la rétention d'informations dans l'entreprise parce qu'ils Mmh. estiment que c'est leur pouvoir personnel, ce genre de choses. Et il y a un effet de halo par rapport à une personne qui a une connaissance. Parce qu'à partir du moment où on transfère cette connaissance, ah ben voilà, il n'y a plus cet effet-là. Finalement, qu'est-ce que tu peux m'apporter? Et c'est intéressant de savoir que finalement, ces choses-là, elles vont effectivement beaucoup modifier, beaucoup se transformer, beaucoup changer. J'ai une vision mitigée par rapport à l'école, par rapport à ça, parce que la capacité d'apprentissage, elle demande également, moi j'estime qu'elle demande de travailler notre capacité de mémorisation. Ça en fait partie. On ne peut pas être 100% analytique, il faut travailler également les capacités mémorielles. Pourquoi? Parce que c'est un cerveau qui mémorise bien, c'est un cerveau qui en général organise bien, et c'est un cerveau qui justement conçoit correctement. Je veux dire, si les histoires ont un tel impact sur le net et puis dans les livres, etc., et si malgré l'arrivée d'Internet, les gens continuent à se plonger dans les livres, c'est pas pour rien. C'est parce que les histoires, elles ont une structure analytique, et c'est une structure en général qui est de causalité. Et ces structures de causalité, c'est-à-dire l'événement A crée l'événement B, qui crée l'événement C, etc., parfois extrêmement complexes, avec des éléments multiples, disséminés, avec des architectures assez structurées, assez complexes. Ben, en fait, cette structure-là, c'est une structure qui est adoptée naturellement par le cerveau, ou en tout cas, c'est une structure qui l'aime. Et ces structures-là, en fait, il faut quelque part apprendre à les développer.
Parce que plus on est capable d'augmenter notre niveau de complexité, de compréhension d'un système complexe, eh bien, plus on est capable de créer des problèmes complexes et plus on est capable de leur apporter des solutions. Mais pour ça, il faut être capable d'avoir en tête l'intégralité des éléments du problème. Donc, quelque part, je pense que stopper totalement les poésies, les apprentissages qu'on fait dans l'école, ça serait une erreur fondamentale. Parce que, eh ben, quelque part, il faut être capable d'avoir les différents éléments en main pour les organiser de façon logique et pour justement en créer une problématique que l'on pourra résoudre derrière. Donc, pour moi, je ne jetterai pas le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire qu'il y a des choses dans l'école qui sont vraiment importantes et qu'il faut continuer à faire. Et puis aussi, il y a aussi ce fait que l'école apprend à travailler. D'une certaine façon, il faut que nos enfants ils aient le goût de l'effort. Et ça, je trouve que c'est un travers qu'on voit de plus en plus dans nos sociétés actuelles et qui est pour moi beaucoup plus délétère que le fait d'apprendre ou de rentrer dans des cases. C'est que la majorité des jeunes que je vois, eux, ils veulent tout de suite en claquant des doigts. Ils veulent des business qui les rendent millionnaires et qui soient au bord de la piscine sans rien faire de la journée. Quand on voit le succès de la semaine de 4 heures de Tim Ferriss, c'est assez effrayant parce que finalement, le goût de l'effort n'existe plus. Or, l'homme est fondamentalement créé pour faire des efforts. Et si on oublie ça, si on pense que notre société nous encourage dans la culture du plaisir immédiat, du plaisir sans effort pour l'obtenir, plus on est dans cette culture-là, plus on se dirige vers une société qui se dégrade, vers une humanité qui perd en compétences et qui perd en qualification. Voilà. Et ça, justement, par contre, c'est extrêmement délétère. Alors, on est dans une société de l'amusement, on est dans une société de la satisfaction immédiate, on est dans une société du plaisir immédiat. Et ça, pour moi, c'est un des gros travers de notre société. Il faut apprendre aux enfants, il faut apprendre aux jeunes que tout ce qu'ils peuvent obtenir viendra des efforts qu'ils ont fournis pour l'obtenir. Parce que s'ils ont cette dimension-là, s'ils ont l'aptitude à faire des efforts, s'ils ont l'aptitude à se remettre en question et s'ils ont l'aptitude à être patients pour attendre la rétribution qu'ils veulent, mais à ce moment-là, ils peuvent créer de grandes choses. Parce que les grandes choses, elles ne se créent pas en claquant des doigts. Les grandes choses, elles ne s'obtiennent pas du jour au lendemain. Elles s'obtiennent par des longues années d'efforts continus et d'espérance et de travail et ce genre de choses. Et là, malheureusement, moi, ce que je vois de plus en plus, c'est que les jeunes à l'heure actuelle, c'est de l'argent facile, c'est des rétributions immédiates, c'est aucune contrainte, c'est aucun cadre. Et malheureusement pour moi, ce n'est pas le signe d'une société qui va dans le bon sens et qui va bien. Mmh. Est-ce que tu dirais que c'est un peu, porté par les réseaux sociaux tout ça? Parce que finalement, ce qui nous fait, «rêver» entre guillemets sur Instagram, tout ça, c'est ce genre de réussites qui ont l'air d'être instantanées, alors qu'on ne sait jamais quelle est la quantité de travail et d'efforts qu'il y a eu derrière. Mais ce qu'on laisse, montrer finalement, ce qu'on se montre sur les réseaux sociaux, c'est: «Ah ben voilà, je suis arrivé de là à là du jour au lendemain et puis c'est génial». Et puis même je trouve qu'il y a pas mal de coachs ou de personnes qui se veulent, un peu influenceurs, qui sont là à promouvoir justement le: «Ah mais je fais zéro effort moi, j'ai tout mis, je fais du business en digital, ça travaille tout seul». Tu vois? Tout ce genre de choses qui font croire que finalement tu peux devenir très riche en faisant rien. Pour moi, c'est porté par les réseaux sociaux, mais je suis, curieuse d'avoir ton avis. C'est porté par les réseaux sociaux parce qu'il y a la culture du like dans le réseau social et donc il y a cette espèce de décharge de dopamine immédiate que l'on a et que l'on vient chercher dans le réseau social parce que c'est une certaine valorisation. Mais malheureusement, c'est beaucoup de fake en fait et on travaille sur des fausses images, une fausse image des autres et une fausse image de soi. On va gonfler un petit peu la réalité pour se rassurer sur son estime de soi et tout ça pour moi c'est révélateur de personnes qui ne sont pas construites intellectuellement et mentalement et moralement. Partir d'une personne à partir du moment où une personne connaît ses compétences, connaît ses qualifications et a travaillé suffisamment pour avoir des résultats dont elle est fière, ben, finalement, elle n'a pas besoin du regard extérieur. Justement, si la société valorise énormément ce like immédiat et ce regard extérieur, ben, c'est parce que c'est facile et parce que tout le monde peut accéder à cette satisfaction-là. Donc, on est dans cette société, effectivement, où les réseaux sociaux sacralisent ce résultat, cette décharge de dopamine immédiate à moindre effort. Maintenant, le marketing aussi a des choses à se reprocher, je pense. Parce que moi, quand j'ai démarré sur le marketing
qu'on voyait en ligne, hein, je parle du web marketing, on est bien d'accord, du marketing digital, il était très axé sur des réussites exceptionnelles, en claquant des doigts, en faisant rien, etc. Ça vient directement des États-Unis. Moi, quand j'ai commencé à travailler dans ce domaine-là, j'ai dit non, en fait, en France, on n'a pas cette culture-là de la réussite par la richesse immédiate. En tout cas, ça concerne qu'une petite proportion de la population. Par contre, on peut justement faire quelque chose d'un peu plus adapté. On peut faire quelque chose qui finalement ne va pas entourlouper les gens et les prendre pour des abrutis, parce que clairement, la majorité du web marketing, c'est ça. Je pense qu'on peut faire un marketing où on va s'adresser de façon claire à une personne en lui mettant le marché en main et quelque part en parlant à son intelligence et en lui posant des choses tout à fait concrètes et précises. Je veux dire, par exemple, quand j'ai démarré le web marketing, la majorité des formateurs me disaient, bon, ben voilà, tu fais ça, tu leur dis que c'est une conférence en ligne, et puis surtout, tu ne dis pas que tu as des produits numériques à vendre derrière, hein, ça, ils s'en rendent compte après, une fois qu'ils sont rentrés. Alors, à partir du moment où moi, j'ai commencé à annoncer directement dans mes publicités, et ça remonte à un certain nombre d'années d'ailleurs, que j'avais des formations à vendre derrière, qu'il y avait des produits, qu'il y avait une démarche commerciale intégrée là-dedans et que ce n'était pas simplement du gratuit, eh bien, en fait, j'ai vu ma proportion de haters diminuer drastiquement. Pourquoi? Parce qu'on ne prend plus les gens pour des cons, tout simplement. Enfin, je veux dire, Mmh. excuse-moi pour le terme, mais c'est ça. Ouais. Et surtout, en fait, j'ai eu ma crédibilité de mes produits qui ont augmenté de façon drastique. Et quelque part, il y aura toujours des gens pas très malins qui, de toute façon, se lâchent sur Internet parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens de se lâcher dans leur véritable vie, on va dire. Et ça, de toute façon, ça fait partie d'une petite frange d'écume dont on ne pourra jamais se débarrasser. Mais je trouve qu'à partir du moment où on interagit avec les gens dans la volonté d'être parfaitement clair sur ce qu'on fait, sur ce qu'on a à proposer, et d'être dans la volonté, en fait, de leur exprimer vraiment ce qu'on peut leur apporter, mais à partir du moment où vous êtes dans cette vérité-là, ça se sent. Et à partir du moment où vous êtes dans cette vérité-là, finalement, les gens qui viennent sont des gens qui sont plus vrais et qui vous correspondent davantage. Et à partir du moment où vous êtes dans cette vérité-là, en fait, vous construisez non pas un coût qui vous permet de faire 1 million en 3 semaines, mais vous construisez en fait sur le long terme une image de marque qui est solide et vous construisez également une image de produit et une relation en fait avec vos clients qui est solide. Et quand on sait qu'un client, en fait, il a plus ou moins 6 à 10 fois plus de chances de vous acheter à nouveau un produit supplémentaire qu'une personne que vous ne connaissez pas, pour moi, en fait, le choix, il est immédiat. Et il y a cette construction sur le long terme qu'il faut prendre en considération et le fait que tout simplement, ce n'est pas parce que la personne, elle est de l'autre côté d'un ordinateur et qu'elle est parfois à des milliers de kilomètres de vous qu'il ne faut pas la considérer comme un humain. Et moi, je me suis mis souvent en porte-à-faux et je me suis mis souvent à l'écart en fait du milieu du web marketing francophone, en tout cas dans le milieu des coachs et des formateurs, parce que ce que je voyais, c'était une surface avec des gens qui étaient très souriants, ils disaient si, on va t'aider. Et ce que je voyais moi en backstage, parce que j'étais à ce niveau-là et je pouvais interagir avec eux en direct, c'était des gens qui me disaient, de toute façon, 90% de ton chiffre d'affaires, tu le feras sur des gens qui vont acheter ta formation et qui vont rien en faire. C'est génial, ça fait partie du business model, tu te fatigues pas, tu encaisses le pognon et tu es content. Moi, ça, personnellement, ça ne m'a jamais satisfait. Quand j'ai Mmh. compris et quand j'ai vu ça sur ma première formation, non seulement j'ai changé ma formation, j'ai changé ma façon de délivrer les formations, j'ai changé ma façon d'interagir avec les gens, mais surtout, j'ai remboursé les gens qui n'attiraient pas des bénéfices de ça. Pourquoi? Parce que moi, fondamentalement, j'étais incapable de prendre de l'argent aux gens sans leur donner quelque chose en retour. Je veux dire, Mmh. c'est la base de la base. Mais je trouve que la majorité de ce milieu en francophonie, en fait, il s'est construit sur le fait de rafler l'argent et puis peu importe de ce que je pense les gens derrière. Et du coup, en fait, il y a eu un effet en rebond dans les années suivantes quand cette première vague a vraiment récupéré beaucoup d'argent. Il y a eu un effet en rebond avec des boucliers qui se sont levés en disant que de toute façon, tous les gens qui vendent des produits en ligne sont des arnaqueurs. Et ce qui était légitime et normal, étant donné que Mmh. la majorité des gens qui avaient acheté des formations en ligne s'étaient fait arnaquer, tout simplement. Ouais. Donc voilà, mais c'est pour ça que moi, à partir du moment où j'ai commencé à vraiment me lancer dans le fait de partager mes connaissances sur l'écriture de livres, ce que je voulais, c'était partager non seulement tout ce que j'avais fait, mais tout ce que les meilleurs experts du domaine ont fait. C'est pour ça que ma première formation, j'ai 14 experts différents qui interviennent dedans. Et je passe mon temps, en fait, à aller chercher des nouvelles innovations et des choses comme ça pour apporter du résultat à mes clients. Et que Mmh. pour moi, le vrai critère de réussite, ce n'est pas du tout le chiffre d'affaires qu'on fait. Le vrai critère de réussite, c'est la proportion de personnes qui réussissent en suivant nos enseignements. C'est Mmh. ça le vrai critère de réussite. Et la notion de réussite est très variable. Parfois, elle peut être simplement d'avoir réussi à terminer son livre.
Parfois, elle peut être de l'avoir publié, ou parfois, elle est d'être devenue best-seller et d'avoir lancé une activité en lien avec l'écriture de livres. Tout dépend de l'objectif de la personne, de ses capacités, du temps et de l'investissement personnel qu'elle met à l'intérieur. Voilà. Mais en l'occurrence, je pense que si on a cette image dégradée des réseaux sociaux, si on a cette image dégradée des webmarketeurs, des coachs, des formateurs, ben, c'est uniquement dû au comportement des gens qui sont rentrés sur ces marchés-là, qui sont rentrés comme des cow-boys en disant ben, il y a du pognon à se faire, on se fait du pognon. Et bien, comme ils n'avaient pas les bons objectifs, et ben, en fait, ils ont créé une espèce de monstre qui s'est retourné contre eux et contre tout le monde après. Mmh mh. Mais de toute façon, le fait de vendre des formations à distance ou de vendre des produits à distance, qu'ils soient numériques ou physiques, etc., ça va ne faire que s'amplifier, ça va ne faire que s'augmenter, parce que de toute façon, on est dans un monde qui est de plus en plus global, avec des gens qui ont de plus en plus de connexions Internet. Donc, de toute façon, c'est le commerce de demain, c'est déjà le commerce d'aujourd'hui, d'ailleurs, si j'ose dire. Donc, quelque part, ce n'est pas parce que vous vendez en ligne que vous êtes un arnaqueur, vous vendez en ligne parce que c'est la façon la plus efficace et rapide de vendre à l'heure actuelle. Voilà. Ouais, c'est bien que tu dises ça et que tu décrives un peu ce qui s'est passé, sur ce marché-là. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à dire, heu, au niveau marketing, j'ai envie d'être authentique. Bah, d'abord parce que je me suis pas mis à mon compte pour faire autre chose que ce que je suis moi et ce que j'ai à apporter au monde. Donc, je ne sais pas pourquoi, comme je disais, je me suis «forcée» entre guillemets parce que ça m'apportait quelque chose aussi, mais à rentrer dans des cases pendant toute une partie de ma carrière, c'est pas pour continuer à le faire alors que je suis mon propre patron, donc voilà. Et après je trouve que ça se ressent. Enfin, peut-être que j'ai une sensibilité particulière par rapport à ça, mais l'intention que les gens mettent derrière les produits qu'ils vendent, je trouve qu'on sent si c'est pour l'argent ou si c'est vraiment pour aider. Enfin, en tout cas, moi, je le sens et quand je sens que c'est pour l'argent, je vraiment, c'est plus que je passe mon chemin, c'est je pars dans l'autre sens, quoi. C'est vraiment je fuis ces gens-là. C'est quelque chose qui me plaît pas du tout et je comprends quand tu dis: «Tu as vendu une formation, super et la personne, elle s'en sert pas». Moi, ça me fait poser plein de questions. Mmh. Je me remets en cause complètement à cause de ça. Donc ça peut pas être satisfaisant. Non, non, mais on connaît des vendeurs de formation qui faisaient 1 à 2 lancements par an, qui faisaient 1 million et qui passaient le reste de l'année à faire le tour du monde sans s'occuper de ses clients, quoi. Donc Mmh mh. ça, je veux dire, et je parle pas de toutes les dérives qu'il y avait derrière, enfin voilà, quoi. Mais voilà, après ça veut dire que, enfin voilà, je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui font ce genre de pratique. Il y a de plus en plus de gens il y a de plus en plus de gens corrects qui rentrent dans ce milieu-là et d'ailleurs c'est bénéfique et ça fait plaisir d'ailleurs, hein, de voir qu'il y a ça. Maintenant voilà, c'est comme toujours, hein, il faut profiter des périodes de garantie pour se faire rembourser parce que, il faut vraiment tester, sur, la qualité des produits derrière. C'est toujours pareil, de toute façon, je ne vais pas réinventer le commerce, mais c'est les lois du commerce de toute Mmh façon. mh. Vous allez avoir, des vendeurs et beh, quelque part, vous testez les produits, s'ils vous plaisent, vous restez, s'ils vous plaisent pas, vous partez, peu importe. Enfin, je veux dire, ça a toujours fonctionné comme ça fonctionnera toujours comme ça, voilà. La seule différence, c'est que c'est vrai que dans ce milieu-là, il y a eu, des démarrages où finalement la qualité des produits était vraiment très basse par rapport aux millions que les gens se faisaient dessus, quoi. Voilà. Mmh mh. Ouais. Et du coup, pour revenir sur le côté authentique et puis finalement, arriver à faire l'effort de tendre vers un objectif qui est plus long terme, pour avoir de la vraie dopamine de bonne qualité, pas de la dopamine low cost, j'appelle ça comme ça. Hem, Moi, j'ai tendance à dire que ça aide si tu as trouvé ta mission de vie. Est-ce que, c'est ton avis aussi? Et dans ce cas, comment est-ce qu'on peut aider les gens à trouver leur mission de vie d'après toi? Alors en fait, c'est vrai, c'est un point crucial et moi je m'en suis complètement aperçue quand j'ai commencé à accompagner les gens sur ce qu'on faisait, sur l'écriture de livres. C'est un point crucial et c'est un point compliqué. Il y a des gens qui vont tourner autour de ça et qui vont jamais réussir à le comprendre et à le trouver. C'est ce qu'on appelle la thématique quand on parle d'un livre et d'une structure narrative. Moi, c'est ce que j'appelle la valeur intrinsèque de la personne. Après, il y a plein de notions différentes, effectivement, la notion de vie, le pourquoi, le why, ce genre de choses, etc. On s'est rendu compte qu'il y a un process qui permet de le découvrir. Ce process, en fait, il est extrêmement lié à l'histoire personnelle de la personne. Le premier produit que j'avais lancé sur Internet s'appelait Accomplissez votre légende personnelle. C'est-à-dire qu'on aidait les gens à raconter leur propre histoire pour en dénicher les pépites, pour arriver à comprendre. Il y a beaucoup de personnes dans ce monde qui vont être confrontées systématiquement aux mêmes épreuves.
encore et encore et encore et encore, et qui ne comprennent pas pourquoi. Mais en fait, tout simplement, c'est parce que les épreuves de nos vies, elles sont là pour nous aider à grandir. Elles sont là pour nous apprendre quelque chose. Elles sont là pour nous apprendre quelque chose en particulier sur nous-mêmes. La majorité des gens pensent que les épreuves de nos vies, elles nous apprennent quelque chose sur les autres. En fait, c'est reporter la responsabilité des choses sur soi-même, et ça nous évite de grandir parce qu'on se dit finalement, mais oui, mais c'est sa faute à lui, ou ce genre de choses. Voilà. Alors qu'en fait, non. Carl Gustav Jung avait un travail extraordinaire là-dessus. Il a délimité l'animus et l'anima, qui sont en fait les différentes dimensions psychologiques de l'âme. Il a surtout délimité en fait l'archétype de l'ombre. Un archétype, en fait, c'est une dimension que l'on a à l'intérieur de nous-mêmes et qui se retrouve à l'intérieur de toute l'humanité, d'une certaine façon. C'est un modèle que l'on peut retrouver de façon globale. En narration, on aime beaucoup les archétypes, on travaille avec des archétypes. Moi, j'enseigne au moins une douzaine d'archétypes différents dans les gens qui veulent apprendre à écrire des romans, parce qu'on trouve toujours les archétypes. L'exemple d'un archétype, par exemple, tout simple, c'est le mentor. On a tous des mentors. Et quand je dis le terme mentor, on a aussitôt l'image de notre propre mentor qui arrive. Un vieux monsieur, une barbe blanche, peu importe, quelqu'un d'expérimenté, qui sait plus que nous, qui a envie de nous aider à progresser. Voilà. Le mentor, on dit le mot, de suite, on a l'archétype en tête. Et bien en fait, Carl Gustav Jung, par rapport à ça, il a défini un autre archétype qui s'appelle l'ombre. L'archétype de l'ombre est absolument fascinant parce que c'est notre image en miroir et en négatif, en fait. C'est grosso modo toutes les pulsions qu'on a au fond de nous, toutes les névroses, les psychologues appellent ça des névroses, toutes les dimensions négatives qu'on a au fond de nous et qu'on n'est pas capable d'assumer, en fait. Carl Gustav Jung dit, à partir du moment où on s'intéresse à notre propre ombre et où on travaille activement à la mettre à la lumière, c'est là où finalement on devient qui on est. On devient qui on est appelé à devenir. Et en fait, la majorité des gens, ils font exactement l'inverse. Ils déploient des efforts surhumains pour ne jamais se confronter à leur propre ombre. Donc du coup, nous, on a un process pour ça. On aide les gens, en fait, à écrire leur propre histoire. Et quand on écrit la propre histoire, eh bien, en fait, il faut travailler pour faire sauter les barrières de la censure qui nous empêchent de nous mettre en connexion avec notre inconscient. Il faut exprimer ce que notre inconscient a à dire. Il faut analyser ce que notre histoire passée et notre vécu et notre ressenti nous dit. Il faut analyser jusqu'à la structure sémantique des mots qu'on utilise. Ça, c'était Freud qui faisait énormément ça. Il a fait des bouquins sur les écarts de langage, sur les jeux de mots, etc. C'était très intéressant à regarder. Et en fait, à partir du moment où on exprime ça, on fait une pause et ensuite on revient avec un regard analytique, ben c'est là où finalement la vérité se dévoile et c'est là où on comprend qui on est fondamentalement et surtout ce qu'on a apporté au monde. Alors nous, on aide les gens à le faire parce que c'est très difficile d'avoir ce regard analytique. Par contre, c'est extrêmement facile de l'avoir sur l'histoire d'une personne tierce. Et c'est vrai que c'est un accompagnement qui demande un vrai coaching émotionnel. Pourquoi? Parce que si on est dans sa vérité, ben c'est une douleur qui est incommensurable. Donc, quelque part, il faut être capable de faire un travail de deuil fondamental. La majorité des gens n'avancent pas dans leur vie et la majorité des gens ne se connectent pas à leur moi réel parce qu'ils ne veulent pas faire les travaux de deuil qu'ils ont à faire. Et je parle de deuil au sens large. Le deuil n'est pas simplement en lien avec la perte d'une personne aimée et d'un être cher. Le deuil est en lien avec toute perte ressentie comme telle et ressentie comme fondamentale par notre moi. Et il y a des deuils que l'on fait sans s'en rendre compte. Par exemple, je raconte l'histoire d'une de mes clientes, en fait, d'une de mes auteurs, qui m'a raconté son histoire. Et elle raconte en boucle toujours la même histoire, l'histoire de sa grand-mère qui un jour l'a regardée, alors qu'elle était petite fille, elle avait 6-8 ans. Elle l'a regardée d'un peu de haut en disant cette phrase toute simple qui est « Oh, bah celle-là, je ne sais pas ce qu'on va en faire ». C'était anodin, c'était léger. Ça s'est profondément imprimé dans le mental de cette femme qui, derrière, a été incapable de réussir quoi que ce soit dans sa vie. Incapable de réussir son bac, incapable d'avoir des études, incapable de garder un job, incapable de garder un mari. On a travaillé là-dessus et elle avait 50 ans passés, la pauvre. Et c'est à ce moment-là que ça s'est complètement révélé à elle. Et elle a littéralement changé de vie. Elle s'est retournée à l'école pour passer son bac. Elle s'est mise à faire des études. Elle a commencé à faire des choses qui lui plaisaient et elle a commencé à avoir beaucoup de succès dedans. En fait, il y a un vrai travail sur l'estime de soi, sur la construction de notre image personnelle qui est en lien avec les deuils que l'on a fait ou que l'on n'a pas fait.
Mmh. Et toujours, 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 il y a un lien avec ce que notre entourage dit de nous lorsqu'on est enfant. Donc ça et surtout sur l'amour qu'on nous donne, sur la concrétisation de nos rêves qu'on nous permet de faire, sur, voilà, sur énormément de choses, en fait. Mais on se rend compte, il y a des gens qui, lorsqu'ils deviennent adultes, créent des accidents de leur vie et le paient de leur santé, parce qu'ils ont été incapables de faire ces deuils-là et qu'ils sont dans des Mmh mh. autosabotages et parce qu'ils créent des situations qui vont, en fait, reproduire ce deuil non fait, en fait. C'est assez effrayant, hein. Mais quelque C'est part, on est vraiment heureux parce que quand on travaille ça et qu'on fait ça, beh, finalement, la vie des gens change littéralement. c'est ce que Gay Hendricks, décrit comme les problèmes de limite supérieure, où finalement pour t'empêcher de réussir inconsciemment, tu vas te blesser ou tu vas être malade le jour où tu as un gros truc à faire, quoi. Heu Exactement. et puis après moi je fais le lien avec les blessures d'enfance. Heu, c'est quand tu commences à creuser finalement tu te rends compte que tu en as forcément et je fais aussi le lien avec ce que je te disais au début d'accepter son imperfection. Parce que finalement tout on a une espèce d'injonction de la société à devenir parfait, ce qui est en fait complètement ridicule parce que ça serait chiant franchement une vie où tout le monde est parfait. Mais du coup, accepter son imperfection, pour moi, ça passe aussi par le deuil de sa perfection, de sa supposée perfection ou d'un objectif qui n'est pas le bon et bah, moi, je fais le lien avec tout ça, mais je sais pas si c'est quelque chose qui te parle aussi, Bah, quelque part, la perfection n'existe pas, on est tous pluriels, donc la perfection de l'un sera l'imperfection de l'autre et c'est une très bonne chose. Mmh mh. Voilà, un monde Ouais. parfait ne peut pas exister puisque de toute façon, la vie, elle est changement, elle est évolution en permanence. Donc, Mmh mh. il y a juste, des micro-perfections sur des micro-points de temps en temps et c'est déjà très bien. Voilà et c'est aussi des choses qui peuvent nous pousser à aller acquérir et à conquérir un objectif. Cette notion de perfection, de réussite, de résultat en tout cas. Mmh mh. Mais c'est vrai que enfin voilà, tout ça est très juste et c'est intéressant de se rendre compte que, bah, il y a une dimension fondamentale qui est souvent mise à la trappe ou en tout cas pas vraiment perçue, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde. Pour moi, je considère les gens comme une humanité au sens large. Et une humanité, il y a des côtés positifs, il y a des côtés négatifs, bien sûr, hein, mais il y a aussi une diversité qui est gigantesque. Biologiquement, c'est ça qui est incroyable, c'est que les chercheurs ont objectivé depuis très longtemps le phénomène d'hétérosis. Le phénomène d'hétérosis, c'est que quand on prend deux organismes qui sont légèrement différents, pas exactement identiques, mais légèrement différents, pas forcément disons, des races différentes ou des hybrides, eh bien, quand on les fait se reproduire entre eux, le résultat n'est pas égal à la somme des deux, en fait. C'est quelque chose qui est plus grand, plus fort, plus puissant, plus beau. Bah, en fait, je trouve que cette dimension fondamentale qui est 100 naturelle, puisque c'est observé, en fait, dans tous les croisements qu'on peut faire dans la nature, et beh, cette dimension, elle se retrouve également dans l'humanité, en fait. Plus on va, accepter nos différences, les aller l'un vers l'autre pour fusionner et finalement créer conjointement quelque chose qui nous dépasse, bah, plus on va, rentrer dans les lois naturelles et nous y conformer d'une certaine façon et arriver à créer des choses qui sont pérennes et c'est comme ça que l'humanité évolue et avance. En Mmh tout mh. cas, pour moi, c'est ça le modèle de l'évolution de l'humanité. Ouais. Oui, bah, moi en biologie, je me rappelle de ça aussi en génétique des populations, c'était métissage égale force. Parce que le Exactement, métissage va te permettre de mieux résister à des variations brusques de ton environnement, d'être plus résilient finalement, plus robuste, plus résistant à tout et c'est un concept qui, je pense, est en train de d'essaimer dans la population de manière plus générale que juste les biologistes, pour ce point de vue-là et tant mieux et tant mieux. Je trouve que c'est une vraie force d'être tous différents et c'est des choses qu'on voit aussi, quand tu es manager et que tu as une équipe. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien raconter parce que jeune manager, bien sûr, naturellement, je me suis entourée de personnes qui étaient comme moi parce que c'était facile. Parce que du coup, tu gagnes du temps, tu as pas besoin de beaucoup expliquer. Les gens, c'est comme s'ils lisaient dans tes pensées, ils sont câblés comme toi. Puis au bout d'un moment, tu te rends compte que quand on est tous pareils, on va tous dans le mur ensemble, quoi. c'est Donc ça. on a plutôt intérêt à faire rentrer des gens ah ouais, ils sont plus pénibles parce que du coup, faut passer du temps, faut argumenter parce que, ouais, ils sont un peu rabat-joie, mais c'est tellement enrichissant et ce concept d'équipe performante, moi j'aime beaucoup le travailler avec les clients et je trouve ça génial. Finalement, de prendre conscience que
au lieu d'aller naturellement vers des gens qui sont comme toi, aller chercher chez les autres les compétences que tu n'as pas, c'est tellement enrichissant pour tout le monde, heu, j'adore. On est d'accord, on est tout à fait d'accord. Et maintenant, voilà, il y a de toute façon inconsciemment, on va combattre la diversité et on va rester en fait dans notre environnement connu. C'est un petit peu le fait de sortir de sa zone de confort également. C'est difficile tout ça, hein. Mmh mh. Pourquoi? Parce que finalement, la diversité, la différence et cetera, beh, tout ça, c'est une mise en danger, c'est une mise à mort en fait d'une certaine façon. Inconsciemment au niveau du reptilien, on est conditionné pour rester dans notre tribu, pour rester dans notre environnement, qui nous coucoune et qui est en fait, notre gage de survie et de protection. Donc c'est normal que les gens n'aiment pas ça. Mais en même temps, c'est vrai que quand on fait preuve comme toi d'intelligence et qu'on essaye de le mettre en place et on se rend compte des résultats que ça donne, ben voilà, ça change tout, quoi. Voilà. Et c'est l'intérêt que j'ai trouvé aussi à me faire coacher moi-même. Bah, déjà, d'une part, tu as une espèce d'éthique. Enfin, j'aime bien utiliser ce mot-là, c'est quelque chose qui est c'est une valeur forte chez moi, l'éthique. Ça vient peut-être de la culture scientifique, mais de dire tu peux pas accompagner des gens, prétendre être, mentor ou coach, si toi-même tu as pas fait le point sur tes limites, sur tes blessures et sur ce qui va faire que finalement ton regard sur le monde, il est biaisé. Alors il sera toujours biaisé, mais en être conscient, c'est déjà une première étape qui te permet de mieux aider les autres et je pense que c'est la base et je pense que le travail que tu fais avec les auteurs, ça revient aussi à ça. C'est à aller, toucher du doigt tes limites, tes blessures, faire le deuil, comme tu dis, d'un certain nombre de choses et oui, ça fait mal, mais tu en ressors tellement grandi. Enfin, Bah, tout le monde est en évolution permanente de toute façon, hein, mmh mh. un coach comme les coachés, hein, c'est pareil, hein, donc Mmh mh. voilà, si une personne qui reste sur son compte à soi en disant: «C'est bon, je sais tout», c'est pas un bon coach, en fait. En Mmh mh. général, c'est pas une personne qui voilà, puisque la vie évolue tout le temps, tout le monde évolue tout le temps, quoi. On a tous des phases, on a tous des périodes différentes et on a tous, voilà. Mais j'aime à croire que quand on est prêt, le maître arrive, en fait. J'aime à croire que de toute façon, nos rencontres et les différentes personnes que l'on croise nous amènent, les personnes dont on a besoin en général. Voilà. Ouais. Moi, je trouve que la vie est bien faite par rapport à ça et j'ai un optimisme total, en fait et je l'ai toujours, observé et cetera et effectivement, passer de mentor en mentor, de domaine en domaine, et cetera, c'est quelque chose qui m'a toujours, apporté énormément. Moi, j'ai calculé que depuis ma thèse, je change de boulot tous les 5 ans, en fait. Mais quand je dis changer de boulot, c'est pas changer, comme ça, quoi. C'est vraiment aller fondamentalement dans les profondeurs de chaque boulot et chacun des boulots que j'ai fait m'a appris énormément. Mmh mh. Voilà et j'ai fait des boulots extrêmement, divers comme, par exemple, j'ai fait de la prospection téléphonique. J'ai fait Ouais. de la prospection téléphonique, j'ai fait partie des personnes que vous avez au téléphone et qui vous appellent spontanément chez vous, alors vous en avez rien à faire et qui essayent de vous vendre des trucs, voilà Ouais. et c'était une école de formation du commercial exceptionnelle, hein, déjà parce qu'on était en compétition, on avait des objectifs à faire. Ensuite, c'est difficile de vendre quelque chose à quelqu'un que l'on dérange fondamentalement Mmh mh. et ça demandait, alors évidemment, ils standardisent énormément ces trucs-là pour embaucher un maximum de personnes et faire du chiffre. Donc de toute façon, on avait un script qui arrivait. Mais très, très vite, je me suis exonérée du script, c'est-à-dire que j'en prenais les parties, mais j'ai inventé ce qu'on appelle des casse-briques, c'est-à-dire, comment on fait pour commencer à se mettre en connexion avec la personne. Je prenais plus de temps par appel. Alors au début, je me suis fait réprimander par rapport à ça, parce que je passais trop de temps sur chaque appel. Mais Ouais. après les résultats étant là, ah bah, finalement oui, OK, d'accord, bon, tu as tes objectifs. Bon, tu suis pas tous les critères, mais tu as tes objectifs. Bon, on est un peu embêté. Bah ouais, on est un peu embêté, bien sûr. Mais quand on est humain, évidemment, ça prend plus de temps, voilà. Mais Mmh par mh. exemple, ça m'a appris énormément. J'ai géré une équipe, une écurie, de chevaux de compétition. Donc c'était Excellent. intéressant, une écurie de propriétaires également, donc un élevage. Donc c'était intéressant parce qu'il y avait des soins chevaux, mais il y avait aussi de l'organisation, il y avait de la logistique et cetera. Ma thèse, je l'ai fait dans 4 laboratoires différents, donc à cheval sur des dimensions qui étaient, il y avait un laboratoire d'imagerie, donc de physique pure et physique quantique. Il y avait un laboratoire de biologie moléculaire, il y avait un laboratoire de pharmacologie, il y avait un laboratoire enfin voilà, j'avais des 4 labos différents avec des niveaux de compétences extrêmes dans chacun des laboratoires. C'était juste
fascinant et extrêmement intéressant. Mmh Voilà. mh. Et chacune des expériences, voilà, j'ai été assistante de direction. C'est extrêmement intéressant d'être assistante de direction sur le terrain. Parce que finalement, l'assistante de direction, ben, elle est juste en dessous du directeur, ben, elle apprend tous les rouages du métier, en fait, tout ce qui est, en fait, ce que j'appelle, moi, grossièrement, aller charrier avec sa pelle le purin pour nettoyer les écuries, quoi. C'est exactement Mmh ça, mh. quoi. Ouais. Donc, voilà, tout ce qu'on vit dans notre vie nous apporte quelque chose. Mmh mh. Et si on vit une expérience qui nous apporte rien, c'est qu'on n'a pas le bon état d'esprit. Alors, je dis pas que toutes les expériences doivent durer 10 000 ans, hein, c'est clair. Si effectivement on se reconnaît pas dedans ou il y a quelque chose qui vraiment nous pose problème par rapport à ça, beh, finalement l'enseignement qu'on a à en tirer, c'est que c'est pas pour nous, tout simplement. Ouais. Ou qu'on n'a pas développé les capacités pour. Mmh mh. Voilà. Mais je trouve que tout ce qui arrive dans la vie arrive pour le bien. Et c'est quelque chose de fondamental parce que je vois des gens qui arrivent, nous, pour écrire leurs livres ou écrire leur biographie ou écrire même des guides d'experts et qui finalement partent, sur, je dirais pas un misérabilisme, mais en tout cas se plaindre de leur vie: «Ah là là, ça va pas, machin, machin, machin». Et quand on les aide à faire ces deuils-là, quand on les aide à comprendre que finalement ce qui arrive dans leur vie ne leur arrive pas par hasard, c'est Einstein, hein, qui avait dit ça en 1935. Dieu ne joue pas au dé. Et il le disait de façon un petit peu maligne, en tout cas taquine pour secouer un petit peu les gens. Il était bon en marketing, Einstein. Euh, mais en fait, je trouve que ça se retrouve énormément. Cette expression-là, en fait, on peut tout à fait la comprendre dans le sens où, oui, tout nous arrive, mais tout a un but et tout a un sens. La seule chose, c'est que ce but et ce sens, il est parfois tellement complexe qu'il est au-delà de notre propre considération. Parce que comme on est tous liés, ben, ce qui nous arrive à nous, arrive à notre entourage, arrive également aux gens avec qui on interagit, et n'arrive pas à d'autres personnes qui ne sont pas à notre place. Et toutes ces dimensions-là, on ne peut pas les prendre en considération. Le système global est trop complexe. Ouais. Mais par contre, si on a la philosophie d'estimer que tout ce qui arrive dans la vie est pour notre bien, ben à ce moment-là, il n'y a plus de limite à ce qu'on peut vivre et à l'enthousiasme et à la joie qu'on peut ressentir au quotidien. Mmh. Ouais, c'est génial. J'adore cette façon de voir les choses et après c'est peut-être comme je disais, il y a peut-être une question d'âge aussi où tu arrives à prendre du recul et à regarder tout ce que tu as fait et te dire: «Ben, ouais, finalement, il y avait un fil conducteur et à chaque fois j'ai fait ça ou ça m'est arrivé, mais pour une bonne raison. J'en ai tiré ça qui m'a permis après d'aller ailleurs» et cetera et même sur des «mauvaises expériences» entre guillemets, comme tu dis, moi j'ai quitté une entreprise il y a quelques mois parce que je me sentais pas alignée en termes de valeurs et que j'ai eu beau me forcer, je me suis rattachée à des projets qui m'intéressaient et cetera. À un moment, quand les projets se sont terminés, il me restait plus que la substantifique moelle, comme dirait Rabelais et elle me convenait pas, quoi et du coup, après j'ai des collègues qui me sont dit: «Mais tu regrettes pas? Tu avais quitté un job avant qui te plaisait, avec une super équipe». Je dis: «Non, moi je regrette pas parce que j'ai appris beaucoup sur moi». J'ai appris enfin quelles étaient mes limites puisque je les connaissais pas et je trouve que je me respecte beaucoup plus maintenant que ce que je me respectais avant. Maintenant, je sais ce que je veux pas, je sais du coup un peu plus ce que je veux, je sais mieux qui je suis. Enfin, c'est génial, je suis contente d'avoir vécu ça, même si ça a été dur, quoi. Oui, c'est ça en fait. Même si c'est, enfin, parce que je dis bien, les gens pensent confortable. En fait, c'est une erreur Ah fondamentale. non, c'est Le complètement bien n'est pas inconfortable. égal au confort, Mmh mh. exactement. Et au contraire, des fois, le bien est extrêmement douloureux, mais c'est pour notre bien, voilà, Mmh. c'est très clair. Et il y a une dimension qui est fondamentale aussi dans ce que tu viens de dire, c'est que effectivement, quand on est âgé, qu'on a plusieurs expériences, plusieurs vies dans une vie, on a le recul finalement. Mais on n'aura jamais le recul à 100%. Et ce qui manque en fait par rapport à ça et qui peut servir à quelqu'un qui est un petit peu plus jeune, on va dire, dans sa vie, c'est simplement la croyance. Parce que quelque part, on n'est qu'un monde de croyances. Ce qui nous pousse, ce sont nos croyances. On croit qu'on va réussir, on croit qu'on va gagner, on croit qu'on sera riche, on croit qu'on aura le bonheur. Donc quelque part, et c'est pour ça qu'on se lève tous les matins. On croit qu'on va aider les autres et c'est pour ça qu'on se lève tous les matins. Mmh Et mh. bien finalement, ces croyances-là, on peut les développer à tout âge et on peut les développer même quand on est très jeune. Et c'est ces croyances-là qui font que de toute façon, on va traverser la vie sans aucune, je dirais pas sans aucune douleur, mais sans aucune catastrophe réelle, quoi. Ou juste en apprenant, en grandissant, en aidant son prochain et en devenant quelque chose qui est juste exceptionnel. Moi, Mmh j'ai mh. toujours été stupéfaite de la valeur, de la puissance de la valeur qu'il y a en chacun d'entre nous. Et quand je dis la puissance de la valeur, on a des gens qui arrivent qui sont vraiment très bas mentalement pour eux, etc., etc. Mais derrière, on se retrouve avec des gens qui apportent à leur entourage d'un point de vue, mais qui est juste titanesque en fait.
On n'imagine pas la puissance qu'il y a au fond de nous et c'est justement parce qu'on n'imagine pas qu'on ne se rend pas compte que finalement, chaque parcelle de notre existence, elle devrait être dédiée à ça, la révéler en ce monde, à la matérialiser et à l'apporter au bénéfice du monde. Parce que finalement, le Graal, il est au fond de chacun d'entre nous. Mais ça, personne ne le sait et les gens n'en sont pas conscients. Mmh mh. Ouais. C'est et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure aussi, que la vie met sur ton chemin des gens, qui vont t'apporter quelque chose au moment où tu en as besoin. Je l'ai vraiment ressenti. Alors tu verras, je ne l'ai pas encore publié, mais il y a une interview qui sortira, je pense que c'est juste avant la tienne, que j'ai faite avec mon amie Esther Rouillon, qui m'a fait découvrir la biodanza. Donc Esther, je l'ai rencontrée par hasard dans un réseau d'entrepreneurs et tout de suite on s'est dit: «On a un truc à faire ensemble» et donc elle m'a fait découvrir la biodanza. Au départ, c'était une danse thérapeutique qui est finalement qui a été adaptée pour tout le monde. L'idée, c'est finalement par le mouvement, la musique et le rythme, de te faire un peu déconnecter tout ton ta partie, corticale pour être plus sur ton ressenti et sur, ce que j'aime bien appeler l'élan du cœur. Qu'est-ce que tu as vraiment au fond de toi et qui t'aide du coup à savoir qui tu es vraiment? Et je lui ai dit: «Mais moi, pour moi, c'est arrivé exactement au moment où j'en avais besoin». Alors oui, ça fait peur. Oui, c'est de la danse, ça veut dire que du coup, bah, il faut arriver à un moment à se dire, «Je m'affranchis du regard des autres», donc je déconnecte le côté cortical pour je bouge, on s'en fout, je suis un enfant. Voilà, je bouge comme si j'étais un enfant. Je suis la musique et je fais ce que je veux et je m'en fous de savoir si je sais danser ou je sais pas danser parce que c'est pas l'objet, heu, de ça, mais ça fait un bien fou, un bien fou. Se reconnecter à son enfant intérieur, juste par le mouvement et puis après, bah, tu sais tout ce qu'il y a derrière le mouvement au niveau neuro, quoi. C'est forcément très riche, mais je trouve ça assez génial et tu te dis: «Bah, c'est pas quelqu'un que j'aurais pu rencontrer il y a 10 ans parce que j'étais pas prête à ça, quoi». Ouais. L'enfant intérieur, c'est un point fondamental et la valeur intérieure, elle est fondamentalement liée la créativité aussi, elle est liée à cet enfant intérieur et on ne nourrit pas, on ne peaufine pas, on ne chérit pas assez nos enfants intérieurs. Ça, c'est le premier Mmh, point. On les laisse pas assez s'exprimer et le corps est fondamental. On est dans des sociétés où on est, arrivé à nos ordinateurs toute la journée ou des écrans toute la journée. On oublie que fondamentalement être vivant, bah, c'est avant tout être en mouvement. mmh Voilà. mh. Émotion, ça veut dire, bouger en fait et les gens ne s'en rendent pas compte et quelque part, à partir du moment moi la première chose que je fais faire à mes auteurs, c'est 1/2 heure de sport par jour et déjà ça résout, 60 des problèmes. Ouais. Après, il y a parfois, voilà, des choses plus dures à les trouver et quand on est parfois dépassé, on les envoie aussi sur des apports un peu médicaux avec des gens qui peuvent les encadrer parce que, des fois, on s'en rend compte qu'il y a un besoin et qu'eux, ils ne l'avaient pas perçu, quoi. Mmh mh. Mais, fondamentalement, la première chose à faire, c'est bouger davantage et à partir du moment où on bouge davantage, on a plus d'énergie, on est mieux dans sa tête parce qu'on évacue toutes les saletés de neuroendorphines qui nous pourrissent la vie et qui nous plongent dans la dépression. On mange mieux parce que le corps appelle des choses plus équilibrées. On perd du poids, donc on est plus en forme, on a plus d'énergie, on a plus de créativité, on a plus d'envie. Franchement, les gens, bougez. Mais il y Voilà. a des fois, en plus, moi, c'est des choses que je dis aussi à mes clients, c'est commencer par aller marcher. 20 minutes, une demi-heure, tu sens que tu as un coup de stress, tu éteins l'ordinateur, tu te lèves, tu vas marcher. Déjà, ça te permet d'évacuer l'énergie que ton corps est allé libérer avec le cortisol et l'adrénaline là et puis, après tu verras que tu verras plus clair, quoi. La clarté d'esprit, elle s'obtient pas en restant, figé sur ce qui est en train de nous stresser ou sur ce qui nous bloque, quoi. Mmh. Mais même tout se passe par le corps. L'apprentissage passe par le corps, la Mmh mh. la capacité analytique passe par le corps, la gestion des émotions passe par le corps, enfin voilà. La respiration, personne ne sait respirer en ce monde, c'est un truc de Mmh mh. donc voilà, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Ouais, ouais. Je vais pas te prendre tellement plus de temps parce que je t'ai déjà, pris plus d'une heure mais c'était passionnant. Je te remercie Merci. beaucoup. J'ai juste peut-être 2 petites questions. Pour revenir sur l'école du livre, parce que c'est quand même quelque chose qui m'a titillée. En fait, moi, depuis que je suis enfant, je me dis: «Ah, ce que j'aimerais trop, moi, c'est écrire un livre». J'ai un peu tu sais, je pense que c'est un peu aussi la situation idéale de l'introverti, de se dire: «Bah, écrire, c'est être tout seul devant sa page blanche ou son ordinateur», puisque maintenant il y a des ordis, mais heu
dans un endroit cosy avec tes chats ou tes chiens, ça dépend ce que tu préfères comme animal, mais tu vois, je l'imagine comme ça, le truc trop tranquille, où tu laisses libre cours à ta créativité et cetera. J'ai 47 ans, est-ce que c'est trop tard? Quel Notre conseil tu doyen, donnerais à quelqu'un, comme no moi qui se no dit: «C'était mon rêve d'enfant, mais j'y ai ouais. pas prêté attention»? Notre Benjamin a 12 ans, notre doyen a 92 ans. Donc c'est jamais trop tard en fait. Voilà, OK. il y a pas de non, non, ça n'est jamais, et encore et non seulement notre doyen, il a 92 ans, mais il est rentré pour faire le deuil de sa femme qui est partie très vite, et qui ça faisait 15 ans qu'il n'arrivait pas à faire le deuil de sa femme parce qu'elle avait plus de 80 ans et que les médecins l'ont bah, voilà, elle est partie très vite, les médecins l'ont pas assez préparée. Pour lui, les médecins avaient tué sa femme directement, donc voilà, c'était très Mmh mh. difficile pour lui. Et une fois qu'il a réussi à faire ce deuil-là, ben, en fait, il s'est révélé être un auteur de polar incroyable. Il a publié, publié, publié. Il a sorti 4 bouquins en 6 mois. C'était un truc de dingue. Et bon, après, voilà, il avait des facilités cognitives qui étaient incroyables. J'aurais bien aimé à 90 ans avoir ce type de faculté cognitive. C'est C'était vraiment clair. très impressionnant. Mais voilà, donc ça n'est jamais trop tard. De toute façon, fondamentalement, si tu as une envie, mais qu'est-ce que c'est que ce truc pourri de se dire non, je peux pas, c'est plus le moment. Mais c'est toujours le moment, quoi. Je veux dire, si tu as quelque chose au fond de toi qui te dit, ça serait bien de faire ça avant de mourir, mais bon sang, fais-le. Arrête d'attendre, quoi. Ça c'est le point fondamental. C'est vraiment, vraiment important. Voilà. Et du coup, j'ai oublié la deuxième partie de ta question qui était. Bah, c'était du coup de savoir quel conseil tu donnerais à quelqu'un comme moi qui a ce rêve d'enfant d'écrire un livre et qui l'a pas fait pour l'instant. Bah, en fait, le conseil tout simple, c'est, venez nous voir à écrire un livre accrocheur, hein, parce que c'est notre boulot. On est là pour vous aider à le faire, donc de toute façon, voilà. Maintenant, il y a des outils, pour publier seul, il y a des outils pour publier en auto-édition. Il y a après, il y a le milieu de l'édition. En fait, il y a surtout la première chose à se faire, à se poser, la première question à se poser, c'est: «Quel livre pour qui?» Mmh mh. Alors, on écrit toujours pour soi, ça c'est clair, surtout le premier, fondamentalement. Mais on peut aussi écrire son premier livre pour aussi trouver un lectorat. Ouais. Donc voilà. Et puis, quel livre c'est? Est-ce que c'est un roman? Est-ce que c'est votre autobiographie? Est-ce que c'est un guide pratique? Parce que tous les coachs, experts, etc., en général, minorent le fait, l'impact que peut avoir un guide pratique correctement écrit et correctement marketé pour leur attirer des clients. Et une fois que ces questions, elles ont leur réponse, ben, en fait, c'est très facile de savoir quoi faire. Par contre, ce n'est pas les mêmes approches. Mmh mh. Si vous êtes dans l'écriture d'une biographie, on va beaucoup travailler le coaching personnel, la compréhension de ce qui vous est arrivé, des événements qui vous sont arrivés, l'analyse de ces événements-là et puis surtout l'analyse de votre personne intérieure et surtout ce que vous avez envie de faire et ce que vous avez envie de devenir. Donc ça, c'est vraiment sur la biographie. Et souvent, la biographie aussi, il y a beaucoup de personnes qui viennent nous voir pour faire des biographies leg, c'est-à-dire des personnes qui ont plus de 70 ans et qui veulent laisser ça à leur famille avant de partir. Et là, à ce moment-là, on fait ce travail-là, mais on fait surtout un travail aussi de narration sur la biographie, histoire que la biographie soit extrêmement intéressante à lire et qu'ils trouvent leur lecteur, même si c'est Mmh mh. uniquement au sein de leur famille. Mais quand on fait ce travail de narration, il n'y a aucune limite, c'est-à-dire on peut aussi publier cette biographie-là et elle trouvera un lectorat sur Amazon ou sur n'importe quelle autre plateforme de vente de livres. Et il suffit d'aller chercher ce lectorat. Ensuite, si vous voulez travailler davantage la narration, si vous aimez les histoires, ben à ce moment-là, on va vraiment travailler les structures d'histoire, les symboliques cachés, les préparations de paiement, les techniques narratives, etc. Là, il y a un gros, gros travail de fond. On fait plus d'1 an de formation sur ce domaine-là pour vous apprendre à écrire une bonne histoire. Et cet apprentissage d'écrire une bonne histoire, ça marche très très bien déjà pour écrire des romans. C'est extrêmement efficace aussi pour faire du marketing en ligne. Donc voilà. Et après, ça dépend si vous voulez commercialiser le livre ou si c'est juste pour vous. Si vous voulez commercialiser le livre, à ce moment-là, il y a une grosse couche de marketing du livre, parce que le livre est un produit marketing à part, c'est-à-dire qu'il n'est pas pérenne, il ne se périme pas, même s'il a des saisons. Et puis en même temps, voilà, il doit être ciblé, il y a du benchmark à faire, il y a des études de marché à faire, il y a de la communication, il y a des efforts publicitaires à faire également sur votre best-seller. Donc voilà, il y a vraiment plein de stratégies différentes en fonction de ce que vous avez envie de faire. Et après, le dernier point, c'est si vous êtes un expert, un consultant et que vous voulez faire un guide pratique, bah à ce moment-là, il y a effectivement la rédaction du guide pratique qui est toujours très intéressante parce qu'elle se matine systématiquement de votre inconscient. Donc,
On a beaucoup de gens qui écrivent des guides pratiques, qui finissent par écrire leur propre histoire de vie. Donc, à ce moment-là, on fait une séparation, on fait soit une biographie à part, soit on change les choses. On a aussi des gens qui écrivent des guides pratiques qui sont des fusions avec des romans. Et ça, c'est extrêmement intéressant, extrêmement efficace pour aller chercher des clients. Parce que finalement, ils démontrent leur expertise sans l'énoncer. Et ça, c'est la meilleure façon de taper direct dans l'inconscient. Et après, une fois que le guide pratique est rédigé, publié, édité, plutôt dans l'autre sens, rédigé, édité, publié, mais en fait, il y a tout le travail de marketing qui est en lien avec ça, sur le fait que le livre devient un produit digital à part entière et quelque part, tous les lecteurs qu'il va entraîner seront extrêmement sensibles au fait de vouloir travailler avec l'auteur. Donc, du coup, on met en place plein de pages web, des funnels de conversion automatique. Donc, voilà, il y a toute une approche technique du marketing sur les emails, la communication, le fait de créer un média, le fait de créer une com, un branding d'auteur, enfin voilà. Donc, il y a beaucoup de dimensions différentes. On peut aller très, très loin dans chacun des domaines parce qu'on a poussé très, très loin chacun des accompagnements qu'on fait dans chacun des domaines. Mais par contre, fondamentalement, au départ, il faut savoir ce que vous avez envie de faire. Et ça n'empêche pas que vous rentriez avec une envie et puis que finalement, l'envie se transforme, se change. Il y a des projets qui évoluent comme ça. De toute façon, nous, on est incapable de lâcher nos auteurs. Quand on commence à bosser avec eux, en général, c'est pour plusieurs années. Et en général, c'est pour plusieurs livres. Voilà. Donc, C'est hyper intéressant. Je me le note, hein, quelque part, parce qu'il va falloir que je concrétise ça un de ces jours. Pour les personnes qui bienvenue, hein, tu envoies un mail à c'est ce que contact@écrire-un-livre-accrocheur.com. j'allais te demander. Voilà, OK. des petites curés du 6 entre chaque mot. Et puis voilà. On est là, on est là, on est là depuis des années. On va rester encore là pendant des années. Donc voilà. Ouais. Mmh. J'imagine que ça a de quoi te nourrir ce genre de travail et d'accompagnement, ouais, c'est passionnant. C'est les gens qui le nourrissent en fait. C'est Mmh mh. chacune des histoires que moi j'estime que c'est un honneur et un privilège que les gens me confient leur histoire et me Ouais. confient leurs émotions parce que parfois c'est des émotions extrêmement violentes. Il y a des gens qui ont Mmh mh. vécu des trucs qui sont atroces, mais vraiment atroces, hein. Mmh mh. Et ce qui me nourrit, c'est de voir que parfois les gens en passant à travers ça se révèlent être, ils révèlent des dimensions tellement exceptionnelles et tellement magnifiques que ouais, et je crois qu'il n'y a pas d'autre. C'est beau tout simplement en fait. Mmh mh. Et je ne pense pas qu'aucune entreprise au monde serait capable de m'apporter ça. Merci beaucoup. C'est très Merci à toi. inspirant et du coup, bah, j'ai la petite dernière question de conclusion. Je pense que les gens auront compris pourquoi je t'avais invité et tout ce que tu m'as raconté, bah, soit ça faisait écho avec des réflexions que j'avais eues moi-même, mais tu es allé beaucoup plus loin, il faut l'avouer, heu et tout ce que tu dis là est super inspirant. Et toi, qui est-ce qui t'inspire? Qui ou quoi? Qui ou quoi? Mes inspirations sont vraiment multiples. Voilà, je valorise toujours les scientifiques de grand nom parce qu'ils ont cette dimension d'être à la fois compétents dans leur domaine et en général très compétents d'un point de vue philosophique et émotionnel. Donc voilà, il y a beaucoup de penseurs qui me parlent. Mais j'ai aussi des inspirations spirituelles. Voilà, il y a un rave en particulier que j'écoute en continu parce qu'il fait beaucoup de publications et voilà, et je trouve que la sagesse qu'il y a dans la Torah, la Kabbale et la Gematria sont juste totalement époustouflantes. Même si je ne suis pas du tout d'origine juive, hein, je suis 100% catholique, mais voilà. Et mes inspirations sont multiples. Il y a aussi simplement le fait des fois de se balader et puis de regarder le monde autour de nous. Si on ouvre les yeux, non seulement le monde autour de nous est juste parfait et magnifique, mais il y a tellement de miracles qui se produisent au quotidien sous notre nez et qu'on considère comme normaux. Enfin voilà, ça c'est une grande source d'inspiration, quoi. J'estime que chaque journée qui nous est offerte, c'est un cadeau qui vient du ciel. Et c'est à nous de ne pas la gaspiller, en tout cas de faire quelque chose qui sera bénéfique à la fois pour nous et pour les gens qui nous entourent et pour les gens que l'on pourra toucher de près ou de loin. Voilà. Donc, voilà. C'est des choses toutes simples parce que quelque part, la vie, si on la regarde bien, elle est simple. Mais c'est des choses qui apportent tellement, quoi. Et rien que échanger 3 mots quand on va acheter sa baguette de pain avec n'importe qui croisé dans la rue, échanger un sourire ou remonter une personne, ben, on ne se rend pas compte, mais on fait du bien autour de soi, tout Ouais. simplement. Mmh mh. Le bien, il est partout, le mal, il est partout aussi, parce que quelque part, si le mal n'existait pas, le bien n'existerait pas. Donc les 2 font partie du monde. Mais quelque part, c'est à nous de choisir tous les jours lequel des 2 on nourrit et lequel des 2 on valorise. Voilà. Merci beaucoup pour ce mot de la Merci à fin, toi, c'est très Cécile. beau.
Encore merci d'avoir accepté l'invitation. J'ai adoré cette conversation. On Merci aurait pu beaucoup. faire plusieurs heures, je pense, hein. Oui, je pense, c'est toujours comme ça, effectivement. Merci pour le Merci partage. encore, c'était génial et bah, je te souhaite bonne continuation. Je mettrai, du coup, ton adresse, mail en Absolument. description pour les personnes qui se sentent une vocation, qui ont envie de creuser tout ça. Je pense que c'est super enrichissant et bah, franchement, en fait, je j'ai pas trop de doute qu'un jour ou l'autre, j'y viendrai. Il faut que je trouve le bon moment. Voilà. Tu seras la bienvenue, aucun problème. Avec grand plaisir. À très bientôt. Merci beaucoup, À très Emmanuel. bientôt, Cécile, au revoir.